digital et très numérique. Vous l'avez vu. Et tout ça, ça transporte de la donnée. Hein. On a parlé de blockchain ce matin, on a parlé d'ICO, on a parlé de CIR. Eh bien, tout ça est sous-tendu par un fil rouge risque qu'on va qualifier de cyber-risque, justement. Et j'accueille à nos côtés Adrien Moranzoni, vous êtes le responsable risque, cybersécurité et fraude, mon Dieu, chez JSA Prado AXA, qui est un des grands courtiers régionaux d'assurance. Et merci d'être avec nous ce matin. Alors, on va peut-être pas passer toute la présentation, mais on a évoqué ce matin, Adrien, beaucoup de choses liées à nos entreprises et on voit, et je le redis encore une fois, que tout est axé sur nos data, qui est le grand mot à la mode aujourd'hui. Et vous nous dites attention, danger sur les data. Qu'est-ce que ça veut dire le cyberrisque et comment on va du cyberrisque à la cyberassurance? Alors, avant tout, je voulais d'abord présenter mes excuses pour ce retard involontaire. Et ce qui s'est passé ce matin pourra me permettre d'imager justement le sujet. Donc, qu'est-ce que signifie le risque data, cyber-risque, tout ce dont on peut entendre parler aujourd'hui dans l'actualité? C'est le nouveau risque, c'est le risque du XXIe siècle, c'est l'ouverture des réseaux, l'interconnexion des sociétés entre elles par le biais de leur informatique. Ce qui fait que s'il y a un code malveillant, un logiciel malveillant qui passe entre toutes ces connexions et ces nœuds, on a fait l'expérience l'année dernière, je pense qu'on a tous en tête l'épisode WannaCry et NotPetya. Non, moi personnellement pas. Vous nous dites ce que c'est? Alors, je vais vous en parler. C'est une attaque qui est nord-coréenne, qui a utilisé une faille de sécurité de Windows 10 et qui s'est propagée sur plusieurs centaines de milliers d'ordinateurs à travers le monde, et notamment en Occident. Donc, plusieurs grandes sociétés ont été tuées, non, mais touchées. On pense à Renault, Saint-Gobain, Maersk, Mondelez et bien d'autres, et des plus anonymes. Donc aujourd'hui, le risque de data, il est double. C'est d'abord perdre la visibilité sur son activité. Donc je ne sais plus facturer, je ne peux plus passer des commandes, je ne peux plus communiquer vers l'extérieur. Et puis surtout, c'est un risque de responsabilité aussi, puisque on peut avoir des clauses de confidentialité sur certains contrats. On a la réglementation RGPD sur la protection des données à caractère personnel, évidemment. Mais aussi, on peut contaminer des tiers. Donc le risque cyber, il est de nature protéiforme et très évolutive. Donc il faut s'emparer du sujet pour pouvoir mieux le maîtriser, pour éviter d'être sur la bande d'urgence sur une route Comme vous nationale, ce matin? ayant crevé et sans téléphone portable pour appeler l'assistance. C'est Voilà, donc du cyberrisque. c'est un peu ce qui risque de se passer. Voilà. Bon. Alors, vous nous dites effectivement, ça doit être le sous-jacent de toutes nos préoccupations, quel que soit notre métier, quelle que soit notre taille. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On s'est tous contentés, plus ou moins d'ailleurs, d'être en conformité avec le RGPD. On s'est dit ça suffit. Ben non, ça suffit pas. Alors, ce risque émergent, vous êtes un assureur prégnant sur le territoire. Est-ce qu'on peut l'assurer? Comment on l'assure? Quels sont les indicateurs? Comment on s'organise autour d'un marché émergent comme celui-ci? Alors, c'est un risque qui est particulier parce il est macro. Pourquoi il est macro? Parce qu'on peut, du fait d'avoir mal sécurisé son système d'information, en tant que dirigeant, être appelé pour des fautes de gestion. Ou même si on n'est pas dirigeant, juste directeur financier, directeur des systèmes d'information ou directeur général. Euh, Tous les contrats d'assurance aujourd'hui sont verrouillés par l'autorité de contrôle des compagnies d'assurance, la CPR, à cause du risque d'accumulation. Donc il demande aux assureurs d'exclure le risque cyber des autres contrats, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Il y avait des clauses qu'on appelait des clauses de couverture silencieuse, qui faisaient qu'on pouvait encore faire jouer certaines polices en jouant sur la relation commerciale avec son assureur. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et quel lien on fait entre la partie assurance, donc qui est là pour réparer les dégâts, ou je ne sais pas comment vous utilisez vos termes, et la partie prévention? Alors,
La prévention, ça dépend de son activité, ça dépend de sa taille. Aujourd'hui, on est devant un parterre de start-up, des solutions très accessibles pour pouvoir commencer à sécuriser son système d'information existent. La première et la moins chère, c'est évidemment de sensibiliser ses salariés, ses collaborateurs, ce qui est très important. Et puis, prendre des antivirus, des firewalls qui sont efficaces, les mettre à jour et construire un plan de continuité d'activité. C'est le minimum. Le PCA, c'est quelque chose de répandu dans les entreprises que vous voyez, Stéphane? Ouais. Pour les plus matures, pour être très honnête. Qui a un plan de continuation d'activité ici parmi les entrepreneurs? Merci d'être venu, monsieur. Vous êtes un exemple pour nous tous. C'est très important. C'est très important. Pardon, je vous interromps. J'ai une petite question. Est-ce qu'il y a un lien si je sais pas, l'entreprise avait un antivirus pas à jour ou un système qui était obsolète, et qu'est-ce qui se passe avec l'assurance? On dit vous n'avez pas fait votre boulot et donc Alors, évidemment que lorsqu'on ne maîtrise pas son risque et qu'on ne le maintient pas, il y a un défaut d'aléa, et l'aléa, c'est la condition fondamentale du contrat d'assurance. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument se concentrer sur ce risque, s'en emparer et mettre en place les mesures idoines. L'assurance, en fait, il faut la prendre dans cette matière comme un parachute ventral. C'est-à-dire que vous êtes attaqué, on va imaginer que vous sautez de l'avion, et maintenant il faut que le parachute se déploie. Donc avant, il faut avoir vérifié que le parachute soit bien plié, que toutes les sangles fonctionnent bien. Et lorsqu'on est dans le vide, au moins, au moment où on tire sur la sangle, le parachute se déploie et puis on peut encaisser le coup. Parce que malheureusement d'expérience, ça fait récemment, lundi encore, la 4e entreprise qu'on suivait pour pouvoir mener une étude cyber de son risque, qui vient d'être victime d'un ransomware, et ça fait 6 jours qu'ils sont à l'arrêt. Donc pas de PCA, pas d'assurance, pas de facturation, et 80 filiales qui sont à l'arrêt. Moi, je voudrais bien, pardon de vous interrompre à nouveau. Monsieur, vous avez un PCA, quelle est votre activité? Dans le domaine du numérique. Et vous êtes assuré? Bon, très bien. Ben, vous l'apprendrez tout à l'heure. Mais un PCA, c'est très important et on n'y pense pas, quelle que soit la taille de l'entreprise. Pardon, Adrien. Voilà, sur un autre aspect aussi de l'assurance qui est moins bien connu et qui est tout aussi important, surtout pour des startups, des TPE, PME, qui cherchent de l'investissement, qui cherchent des actionnaires, qui cherchent des personnes qui vont avoir confiance en leur projet et en leur idée. C'est de leur montrer aussi que le dirigeant est mature, c'est-à-dire se renseigner sur au cas où il décéderait ou bien il aurait un pépin de santé, quelle serait la continuité d'activité de la société. Donc ça, évidemment, ça peut s'assurer sa responsabilité à titre personnel au niveau des actions qu'il mène dans la société. La police cyber, évidemment, est dans cet axe-là, puisque de plus en plus de donneurs d'ordre, ETI, grands comptes qui travaillent avec le milieu des startups, leur demandent, et ça c'est un phénomène qu'on voit arriver de plus en plus depuis quelques mois, de s'assurer, ne serait-ce que parce qu'ils vont commencer à avoir des échanges, et sachant que leur responsabilité, leur contrat de responsabilité civile ne pourra pas jouer pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure par rapport à l'autorité de contrôle des compagnies d'assurance, ils demandent à ce que la police soit souscrite, ce qui montre leur maturité et ça crée de la confiance aussi entre les différents acteurs. Puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, tout le CAC 40 est équipé et le marché est en train de redescendre petit à petit vers les entreprises qui sont moins dimensionnées que le CAC 40. Stéphane? À titre d'investisseur, c'est pas la première chose qu'on regarde. On regarde globalement la stratégie de prévention des risques. Et effectivement, le plan de continuité d'activité, c'est pas quelque chose qu'on demande. Est-ce que vous êtes équipé? Est-ce que vous avez prévu un plan de reprise d'activité? Sinon, on
on va pas jusque-là. Et à partir de quel moment ou quel niveau de maturité vous pensez que ça devient absolument nécessaire? Dès le début. Dès le début, parce que c'est simple. On va prendre deux cas. On va prendre le cas d'une entreprise, bon, on peut citer son nom puisque maintenant elle est liquidée judiciairement, qui est Clermont Pièce. C'était une petite TPE familiale à Clermont-Ferrand qui avait une cinquantaine d'années, 12 salariés. Ils se sont pris WannaCry. WannaCry, c'est quoi? C'est le virus qui est parti d'Ukraine. D'Ukraine. C'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils sont pas gentils ces gens-là, hein. Le monsieur coiffé bizarrement en Corée, les Ukrainiens sont très méchants, hein. Et Oui. il faut toujours se méfier des. Oui, oui. Des gens mal coiffés, merci de me regarder. Non, C'est très agréable. non, je disais pas pour vous. Très bien. En tout cas, pour répondre à votre question, Expliquez-nous ce qui s'est passé avec les WannaCry, Ukrainiens, là. WannaCry, ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'exploitation par l'armée nord-coréenne de la faille Windows 10. Et ils ont injecté un ransomware qui a infecté plusieurs centaines de milliers d'ordinateurs à travers le monde. Mais pour l'entreprise de Clermont, dont vous Clermont parliez, Pièce, oui. Clermont Pièce, ils sont pris au WannaCry, ils n'avaient aucun moyen de pouvoir y remédier, de déchiffrer le code, d'avoir un plan de continuité d'activité. Et quelques mois après, ils étaient en redressement, puis en liquidation. Et là, ils sont radiés du RCS. Une entreprise de quelle taille? 12 salariés. Donc ça s'adresse vraiment aux tout petites aussi. Exactement. Surtout les plus petites, parce qu'en fait, pour faire la digression aussi sur comment est bâti le contrat d'assurance cyber, les plus petites entreprises n'ont pas forcément les moyens de mettre en place des mesures de sécurité poussées ou d'avoir des ressources en interne qui s'en occupent. Ils n'ont pas forcément de RSSI, enfin de responsable de la sécurité de systèmes d'information, ou des informaticiens qui ont vraiment des connaissances poussées en cybersécurité. Donc l'avantage des contrats d'assurance cyber, c'est que l'assistance est prévue aussi dans le contrat. Donc si, comme moi, tout à l'heure, vous êtes avec les deux pneus crevés sur la bande d'urgence, sur une route nationale, sans réseau, eh bien vous serez bien content qu'il y ait des acteurs qui savent comment remédier votre situation. Puisque ça va permettre de reprendre votre activité le plus rapidement possible et aussi accessoirement d'avoir une indemnisation des dommages et un accompagnement des réclamations que vous pourrez recevoir de la part de clients ou de fournisseurs. Donc lorsque vous assurez un de vos clients sur le cyber risque, vous analysez le risque, vous expertisez, il y a toute une phase amont avant d'aller au contrat? Alors, la particularité de notre approche, c'est de ne pas rester que sur le questionnaire d'assurance. C'est-à-dire qu'évidemment, on a besoin du questionnaire d'assurance parce que ça fait partie des process avec la compagnie. Néanmoins, on demande toujours à avoir un entretien avec les personnes responsables pour pouvoir personnaliser le questionnaire et rédiger une note de synthèse qu'on envoie aux compagnies d'assurance, qu'on envoie aussi aux clients pour qu'ils puissent avoir un document et pour pouvoir à titre pédagogique, pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent mûrir dans sa réflexion pour pouvoir faire en sorte de construire toujours au mieux sa cybersécurité. Très bien. Y a-t-il des questions posées à Adrien ou à Stéphane Simoncini? Tout le monde est assuré sur le cyberrisque, évidemment? Bien sûr, depuis longtemps. Je pense pas. Ouais. Vous avez un marché extraordinaire, non? Ces assureurs sont incroyables. C'est le Far West. Oui. Ah, je vous laisse libres de vos propos. C'est-à-dire qu'il se passe tout et n'importe quoi? C'est-à-dire qu'il se passe tout et n'importe quoi parce que les États se livrent une guerre dans le cyberespace. Les concurrents se livrent une guerre dans le cyberespace. Je vais vous raconter une histoire qui est pas très drôle. C'est l'histoire d'une PME française qui se lance internationale et qui répond à un appel d'offres chinois. Cet appel d'offres chinois, 3 sociétés sont en lice, une australienne, une française et une américaine. L'australienne sort, reste l'américaine et la française. La française a de meilleurs produits, de meilleurs prix. Elle est plus souple que l'américaine, mais elle perd quand même l'appel d'offres. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il s'est passé qu'en fait, l'américaine a recruté par le biais de cabinets d'intelligence économique des hackers qui ont pénétré les systèmes d'information de leurs concurrents sur l'appel d'offres, ont récupéré tout le cahier des charges, tous les process, qualité et les prix, et se sont alignés. Et ils ont remporté l'appel d'offres comme ça. Ça semble simple. Mais- Alors, et ça au-delà- l'est peut-être d'ailleurs. Un système, tant qu'il n'est pas sécurisé, vous voyez absolument pas ce qui se passe dessus. C'est-à-dire que souvent, quand je vais voir des clients et qu'ils me disent oui, mais nous, il ne s'est jamais rien passé, en fait, ils n'ont même pas les moyens de pouvoir savoir s'il n'y a pas déjà quelqu'un qui est déjà sur le réseau. Ce qui me fait, si vous permettez, faire une digression, notamment sur la recherche et développement. Depuis l'année dernière, il y a des produits qui sont sortis justement pour couvrir en défense et en recours les frais de justice et d'expertise pour toute atteinte au droit de brevet et au secret des affaires. Ça s'assure aussi. Ça s'assure aussi, puisque D'accord. là je permets de faire un peu de prévention aussi. Le secret des affaires, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une directive qui a été transposée récemment en droit français. À partir du moment où une donnée, une information a une valeur commerciale, qu'elle est suffisamment bien protégée et elle a une autorisation d'accès limitée, vous pouvez la valoriser et vous en protéger. Donc dès qu'il y aura une violation de confidentialité sur ces données-là commerciales, de recherche et de développement aussi, vous pourrez toujours vous appuyer sur le droit pour pouvoir vous défendre contre un concurrent, un salarié ou toute autre personne mal intentionnée. Donc en fait aujourd'hui, le risque cyber, ça me permettra de conclure, il ne se voit pas forcément qu'avec un seul contrat. C'est un risque qui s'exerce sur nos infrastructures dans lesquelles nous stockons notre patrimoine informationnel, notre patrimoine opérationnel d'entreprise. Donc il faut évidemment l'assurer, mais il faut aussi assurer sa responsabilité au cas où il y aurait un trou dans la raquette. Il faut assurer sa trésorerie par rapport au risque de fraude qui est virulent et très intense. Et également se protéger par sa propriété intellectuelle et industrielle par le biais d'un autre contrat. À chaque fois que nous faisons l'audit global du risque cyber chez un client, nous proposons toujours 4 ou 5 contrats à ce titre. Bien. Adrien Moranzoni, merci. Y a-t-il une dernière question pour Merci. conclure? Oui, Gaëtan. Oui, bonjour, bonjour. Je voudrais avoir votre opinion par rapport à la typologie de vos clients et la définition de vos produits. Je vous explique. Pour ma part, j'ai passé 2 ans à chercher une société qui pouvait assurer le risque cybernétique de notre start-up. J'ai parlé avec plusieurs assureurs. Ils m'ont dit, nous assurons le risque cybernétique pour des entreprises traditionnelles non digitales. J'ai dit, je suis 100% digital. Est-ce que vous avez quelque chose? Ils m'ont dit, nous n'avons rien pour vous. Quel assureur vous êtes allé voir? Plusieurs, parce que nous, on est basé à l'origine à Barcelone. J'ai cherché plusieurs sociétés. Oui. J'en ai trouvé une enfin en France, qui est le groupe AXA. Oui. Mais sachez que pour les sociétés, vous avez posé la question qui est assuré. Sachez que les startups ont du mal à trouver des produits, ont du mal à trouver des assureurs. Alors, je partage pas votre conclusion et je vais vous dire pourquoi. J'ai bien entendu. En fait, des startups, j'en ai assuré bien une dizaine. Hein. Bah, voyez-vous. Donc, Voilà. et je sais- Vous avez bien fait de venir, Gaëtan. Hein. et je suis Très bien. et ça fait seulement 1 an et demi que je suis dans le cabinet. Donc, si vous voulez, alors je pense que la problématique aussi et le fait que vous soyez basé à Barcelone aussi à la base. Oui. Alors, Adrien, vous avez donc un marché open sur Barcelone. ah oui, oui, ben, Une conclusion, s'il vous plaît. d'accord. Bon, Très bien. Mais, oui, mais, voilà. En tout cas, sachez que en risque cyber, même en fraude, même en propriété intellectuelle, des startups, on en assure.
Adrien, Stéphane, merci. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été présents ce matin. On peut vous applaudir. Vous concluez ce premier FeedMed Riviera. Je voudrais remercier à nouveau très sincèrement nos partenaires, Deloitte, TAGE évidemment, CIC, Innovatech Conseil, Akeos Avocat et GSA Prado, d'avoir été à nos côtés. Je vais demander à tous les intervenants de me rejoindre, on va prendre une jolie photo. Et puis pour ceux qui doivent nous rejoindre au cocktail ce midi, il se passera sur ma gauche dans les locaux de la CCI. Merci à toutes et à tous et très bonne journée. Rendez-vous.